rappelons-le, et qui se livre à un soft power de plus en plus efficace auprès des institutions internationales. Est-il normal que, par exemple, le dirigeant d'une pétromonarchie préside la future COP28, sommet environnemental qui appelle à la fin des énergies fossiles? Façon de responsabiliser les mauvais élèves ou coupable indulgence de l'Occident? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Des ouvriers terrassés par la chaleur. Plusieurs milliers de morts sur les chantiers de la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar. Et pourtant lundi, un ministre qatari a été nommé président de la conférence annuelle de l'Organisation internationale du travail qui se tient en ce moment à Genève en donnant des gages de bonne conduite. Cette nomination signifie l'apogée des réalisations pionnières du Qatar dans le secteur du travail et souligne la confiance de la communauté internationale. D'autres récentes nominations de représentants des monarchies du Golfe interrogent. Un PDG émirati d'une compagnie pétrolière à la tête de la COP28 qui se déroulera en novembre prochain à Dubaï. Et un général émirati accusé de torture à la tête d'Interpol jusqu'en 2025 malgré la colère des défenseurs des droits de l'homme. Avoir à la tête d'Interpol quelqu'un qui est accusé d'être un tortionnaire, on pourrait penser à un mauvais gag en quelque sorte. C'est absolument inimaginable, inconcevable. Malgré les atteintes aux droits de l'homme, malgré le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, démembré sur ordre du prince Ben Salman, les pétromonarchies demeurent des partenaires incontournables. Le chef de la diplomatie américaine l'a affirmé hier encore à Riyad. Les États-Unis sont dans le Golfe Persique et restent profondément investis pour construire l'avenir le plus brillant et le plus fort possible pour le Moyen-Orient. Les pétrodollars favorisent également l'attribution de compétitions sportives mondiales et attirent les stars du ballon rond. L'Arabie saoudite vient notamment de s'offrir Karim Benzema. Alors l'Europe et les démocraties occidentales auraient-elles la mémoire courte ? Comment les monarchies du Golfe parviennent-elles à s'immiscer jusqu'au sommet des instances internationales? Sommes-nous trop conciliants? Frédéric Ancel, bonsoir. Géopolitologue, maître de conférence à Sciences Po Paris. Dernier essai paru, Petite leçon de diplomatie aux éditions Autrement, édition réactualisée, n'est-ce pas? Et selon vous, personne ne peut prétendre se passer du commerce avec ces pays du Golfe, notamment leur pétrole, et donc leur refuser l'accès aux postes importants qu'ils réclament, c'est impossible. À côté de vous, Pierre Conesa, bonsoir, essayiste, ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense. Vous êtes l'auteur de Dr Saoud et Monsieur Djihad, la diplomatie religieuse de l'Arabie saoudite. C'était paru chez Robert Laffont. Et selon vous, pour ces pays évoqués, plutôt accéder à des hauts postes symboliques ou organiser des événements internationaux comme la COP ou encore la Coupe du Monde de foot, c'est du soft power, autrement dit, une manière de montrer qu'ils sont moderne. Et enfin, à côté de vous, Sarah Guerrera. Bonsoir madame, vous êtes journaliste à la revue en ligne Orient 21. Selon vous, nous ne sommes pas naïfs, nous sommes plutôt et même résolument cyniques à l'égard des monarchies du Golfe. Le baromètre de la diplomatie française, ce n'est véritablement pas les droits humains. Alors, on démarre avec l'homme du jour. Oui, si on peut dire le sultan Al-Jaber, donc ministre de l'Industrie et des Technologies des Émirats Arabes Unis, mais aussi et surtout pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, PDG de la compagnie pétrolière de son pays, ADNOC, parce que c'est lui donc, que les Émirats Arabes Unis ont désigné pour présider la COP28, la grande conférence annuelle, on le sait, sur le climat qui aura lieu à la fin de l'année à Dubaï. Et on l'a déjà vu à l'œuvre, donc cette semaine, le sultan Al-Jaber, pour les réunions préparatoires de cette COP. Alors, on s'interroge, Frédéric Ancel, en même temps, le cancre au tableau pour le motiver. Est-ce que c'est une si mauvaise idée que cela? Le cancre au ce serait une bonne idée si, sincèrement, pardon d'utiliser ce terme qui, en matière diplomatique, quand même, en général, fait sourire, si, sincèrement, les régimes politiques qu'on promouvait, en tout cas dont on acceptait la promotion à ces postes-là, allaient vers davantage de pluralisme, d'ouverture, de démocratie, de droits de l'homme, de droits de la femme, de droits du travail, etc. Je pense que ce n'est pas le cas. Je pense qu'on ne le fait pas pour ça. Nous ne sommes pas naïfs. Je rejoins, ce qui a été dit ou ce qui va être dit, je ne sais pas. Je pense que nous acceptons ce genre de promotion parce que nous en avons besoin, parce que nous avons besoin de ces États. Je pense que ce que nous acceptons de ce genre d'État, nous ne l'accepterions pas, par exemple, d'États extrêmement pauvres. Les États n'ont que des intérêts, ce n'est pas de moi, c'est Hegel. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a effectivement... Alors, est-ce que c'est du cynisme ou est-ce que, fondamentalement, c'est une nécessité qui fait loi de
permettre à des États qui, encore une fois, ne respectent pas du tout la démocratie de pouvoir être promus. Je ne sais pas. Mais dernier point, si vous permettez, le problème, c'est que si on ne le fait pas, alors d'abord, on refuse. Si les Occidentaux, parce que croyez-moi, les Russes et les Chinois ont d'autres problématiques qui ne correspondent pas à celles des droits de l'homme, mais si les Occidentaux font bloc contre tout État, contre toute promotion diplomatique d'État ne partageant pas ces valeurs, est-ce qu'on ne va pas nous accuser, d'abord d'autres vont en profiter, mais c'est une évidence, est-ce qu'on ne va pas accuser les Occidentaux, et sans doute à juste titre d'ailleurs, de vouloir imposer leurs valeurs? Et donc je pense que finalement c'est une question très philosophique et nous sommes sur une crête extrêmement difficile à tenir. Parce que c'est vrai que le reproche qui peut être fait, Pierre Conesa, c'est que voilà, ces combats sont mondiaux, donc il faut associer tout le monde. Oui, enfin, écoutez, moi j'ai toujours un exemple que je cite. En 1948, quand on adopte la Charte internationale des droits de l'homme à l'ONU, les 5 membres permanents des conseils de sécurité vainqueurs de la guerre sont la France et la Grande-Bretagne, les 2 grandes puissances coloniales de la planète, les États-Unis racistes et ségrégationnistes, la Russie de Staline et la Chine de Chiang Kai-shek. Donc les politiques extérieures, c'est faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Tant qu'on les associe, justement, pour vous. Oui, mais alors justement, on crée des instances internationales pour justement créer une communauté, mais ces instances internationales fonctionnent sur une espèce d'atome qui est l'État, et donc il y a un tour de bête. On ne peut pas à chaque fois dire non, cet État-là, on n'en veut pas, parce que justement, c'est une dissolution qui se fait dans une assemblée générale. Et donc, vous aurez demain, effectivement, le sultan Al-Jaber pour s'occuper de l'OIT, mais vous allez aussi autoriser... La COP28 ? La COP28 ? Oui, mais alors la COP28, elle est d'autant plus rigolote que l'Arabie Saoudite va faire... Oui, non, mais attendez, l'Arabie Saoudite va faire les Jeux asiatiques d'hiver. Et le Qatar fait la Coupe du Monde sous des stades climatisés. Et l'Arabie Saoudite va se porter candidate pour la Coupe du Monde de foot en 2030. Oui, donc vous voyez bien... Donc c'est quoi, c'est du pragmatisme de la part de nous, de l'Occident ? Donc c'est du cynisme. Oui, mais Sarah Guerra. oui. Est-ce que ce n'est pas une manière de les arrimer en même temps? Je reviens à cette question, pour les pousser à changer, plutôt que les ostraciser. Dans ce cas, la question se pose. Pourquoi on les pousse à changer? Pourquoi on adopte cette politique pour certains pays et pas pour d'autres? C'est-à-dire que si on pense ou on pose que le baromètre, c'est les droits humains, ce qu'il faut quand même souligner, c'est que la question des droits humains, elle n'est mise en avant que lorsque ça nous arrange, en fait, que lorsqu'il s'agit de viser des régimes qui ne sont pas des alliés de la France. On va parler des droits humains concernant la Russie, concernant l'Iran, mais je donne un exemple très récent. Là, il y a quelques jours, l'armée israélienne a tué un gamin de 2 ans. 2 ans à côté des Ramallah. Je n'ai entendu aucune réaction de la part de la diplomatie française. Donc on sait très bien que la question, ce n'est pas du tout en fait les droits humains. Alors est-ce que après ça peut les pousser à s'améliorer? Oui, dans certains cas, de manière opportune. Si on prend le cas du Qatar, il y a beaucoup d'observateurs qui disent il y a eu une évolution au moins au niveau formel, au niveau des lois par exemple du travail, etc. Depuis la Coupe du Monde ? Mais en fait, justement, alors après, c'est un peu facile parce que ces changements-là ou ces évolutions-là et ces réformes se sont faites à la fin. Une fois qu'on a construit les stades, une fois qu'on a exploité la main-d'œuvre comme on a voulu, finalement, allez, on va faire passer les lois pour effectivement se donner. Oui, mais sur l'écologie, par exemple, les Émirats arabes unis disent voilà, on a la plus grande installation photovoltaïque au monde. On va écouter d'ailleurs l'un d'entre eux, un Émirati, qui défend justement la présidence de cette COP, Majid Al-Sawaidi. Je pense que le sultan Al-Jaber, en tant que président de la COP et premier chef d'entreprise de la COP, est parfaitement placé pour aider dans ces discussions. Ceux qui le connaissent savent qu'il a une expérience de 20 ans dans le domaine des énergies renouvelables. Nous, aux Émirats arabes unis, nous avons fait preuve de leadership en ce qui concerne les problèmes de changement climatique et les énergies renouvelables. Eh bien, on va vérifier ça avec des chiffres imparables. Ouais. Avec vous, Nadia. Ouais, parce que même si ce sont les États-Unis et la Chine, on le sait, qui sont les pays les plus pollueurs du monde, si on prend comme indicateur les émissions de CO2 émises par habitant, là, ce sont bien les pays du Golfe qui se classent en tête avec ces chiffres assez hallucinants. Il faut le dire, en tête, donc, le Qatar, avec 35,6 tonnes de CO2 par habitant émises en 2021, suivi par Bahreïn, par le Koweït, les Émirats arabes unis, 21 tonnes par habitant. À titre de comparaison, en France, un habitant émet 4,7 tonnes de CO2 et un Américain 14. Les habitants de ces pays respirent l'air le plus toxique, le plus empoisonné de la planète. C'est le taux d'asthmatique le plus élevé. Une étude de la revue Nature Climate Change a révélé il y a quelque temps qu'en 2100, pour un être humain, le simple fait d'être à l'extérieur dans le golfe Persique pourrait être mortel. Tout ça est assez réjouissant et ces résultats s'expliquent bien entendu par la production de pétrole et de gaz
pour l'exportation, mais aussi par une consommation énergétique débridée à l'intérieur de ces pays. Un autre exemple, l'Arabie Saoudite engloutit chaque jour 3 millions de barils de brut pour assouvir ses besoins énergétiques domestiques. Les modes de vie sont très carbonés, c'est le tout clim, c'est le tout voiture, ça on le voit sur toutes les images. Pour être complet, il faut quand même dire que ces pays ont fini par afficher des objectifs assez ambitieux. Les Émirats arabes unis, l'Arabie Saoudite et Bahreïn se sont engagés à atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2060. Frédéric Ancel, ce sont des belles paroles, il faut les croire sur parole, ils se donnent les moyens de tout ça? Non, les croire sur parole, certainement pas. Je pense que on assiste là à l'une des variables de leur prise de décision, de modifier à la marge leur politique. Cette variable, ce sont les Occidentaux, parce que sans les investissements des Occidentaux, sans les armes des Occidentaux, sans le tourisme des Occidentaux, notamment bientôt avec Neom en Arabie Saoudite. Tourisme culturel. Oui, pour l'instant, ils ne comptent pas beaucoup sur les touristes russes ou chinois, même chinois. Donc pour l'instant, ils considèrent qu'ils ont besoin de nous. Quand je dis nous, ce sont les Occidentaux, les Européens et les Américains. Par conséquent, ils vont peut-être, sans doute d'ailleurs, faire un certain nombre de progrès, mais je ne pense pas que ce soit, encore une fois, leur variable principale dans cette prise de décision. Ça n'est pas sincère, donc. Et vous savez, la sincérité en géopolitique, c'est très compliqué. Est-ce que nous autres, qui achetons du pétrole émiratis, saoudiens, qataris, tous les jours, dont nous avons encore cruellement besoin, est-ce que nous sommes sincères? Vous voyez, donc la question, encore une fois, elle est très philosophique, mais on doit la poser aux deux parties, en quelque sorte. Elle est philosophique, puis elle est financière, Pierre Conesa, pour avancer l'argent, et aussi l'explication de notre clémence, de notre conciliation avec les monarchies du Golfe. Ils ont des milliards actuellement dans leur fonds d'investissement, par exemple, aussi pour notre industrie verte ou d'autres industries françaises. Oui, juste une remarque sur ce que vous avez, les chiffres que vous avez donnés. Qu'est-ce que ça veut dire une consommation par tête dans les pays du Golfe? Il est évident que si vous êtes un travailleur bangladeshi, vous ne faites pas votre contingent de carbone. Donc vous avez un différentiel de niveau de vie qui est extrêmement important, et il est probable que les restrictions se porteront plutôt pour les HLM, pour les Bangladeshis, que pour les palais royaux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nos critères d'évaluation dans ces pays sont incroyablement avachis. Quand on pense que quand Mohamed Ben Salman autorise les femmes à conduire... Le prince héritier d'Arabie Saoudite. L'héritier de l'Arabie Saoudite autorise les femmes à conduire, on s'esbaudit en disant « Oh là là, regardez, ce pays évolue ». Mais c'était le seul pays de la planète dans lequel les femmes ne pouvaient pas conduire. Donc vous voyez comment la politique de communication de l'Arabie Saoudite consiste à ce qu'on ne parle pas de l'Arabie Saoudite, sauf pour en dire du bien. Ça marche. Et ça, merci beaucoup pour les boîtes de communication françaises et américaines qui travaillent pour ces pays. Ça engage rien quand même à ma question. Je veux dire, si y a de l'argent, si on ne le prend pas, les Russes et les Chinois vont le prendre, qu'est-ce qu'on fait? On laisse les autres faire? Parce qu'en effet, bien sûr que nous aussi, on a besoin d'échanger avec eux et de profiter éventuellement de cette manne. Alors moi, je ne veux pas dire on ou nous. Oui, mais évidemment, c'est institutionnel. Mais en fait, ce qui est important, effectivement, et c'est ce que je disais, soyons réalistes, aucune diplomatie au monde ne se fait sur la base des droits humains. On ne peut pas être naïf. Après, est-ce qu'on ne poserait pas quand même des lignes rouges? Je veux dire, on peut effectivement se dire que bon, en fait, on doit faire du commerce, on doit investir. Il y a des relations à entretenir, mais il n'est peut-être pas nécessaire pour, par exemple, Emmanuel Macron d'être le premier président occidental à aller voir Mohamed Ben Salman en Arabie Saoudite, alors qu'il a été boycotté par les dirigeants du monde, de tout le monde occidental après l'assassinat de Khashoggi. Il est peut-être pas nécessaire. Voilà, il est peut-être pas nécessaire de mettre les petits plats dans les grands quand Mohamed Ben Zayed, l'actuel président des Émirats, arrive en juillet dernier en France. Alors que c'est quand même le pays qui a le taux de surveillance de sa propre population, où il y a en fait de la torture, il y a eu des prisons secrètes au Yémen. Aujourd'hui, on parle de Wagner, on parle des Russes. Les Émirats ont travaillé main dans la main avec le groupe Wagner et ses mercenaires en Libye. Donc, est-ce que c'était vraiment nécessaire de l'accueillir comme ça, avec tous les honneurs? La réponse, en fait, de la diplomatie française, c'est de dire, quand M. Macron est allé faire sa tournée en décembre 2021 au Golfe, on a vendu 80 Rafales. En même temps, est-ce qu'on va, parce qu'il y a des symboles, c'est les grandes manifestations sportives, est-ce qu'on les prive de ça? Parce qu'il y a aussi l'hypocrisie, c'est que nous, ça coûte très cher aujourd'hui et qu'on ne peut plus le faire. Voilà. Alors, je pense qu'il y a aussi cette dimension financière, mais encore une fois, moi, je considère que le fait de soutenir tel ou tel candidat, fut-il tout à fait ridicule à l'origine pour organiser une Coupe du Monde de foot, en l'occurrence le Qatar, ça permet par ailleurs d'espérer pouvoir effectivement vendre des Rafales. Je me permets quand même d'indiquer, mais tout le monde le sait ici, que les ressources financières de la France sont dans le rouge, que notre volume d'échange est catastrophique,
diplomatique, que notre balance commerciale est même plus dans le rouge, il faut inventer une nouvelle couleur. Et donc le problème est le suivant. Comment fait-on? Si on ne fait du commerce qu'avec le Grand-Duché de Luxembourg, c'est très démocratique par ailleurs, ça ne suffira pas. Alors je rejoins ce qu'a dit mademoiselle, le problème c'est qu'on ne fait que reporter d'un cran la question. Quand vous dites, et à juste titre, est-ce qu'on est obligé de faire tel ou tel geste? Mais attention, qui va décider de la légitimité de tel geste vis-à-vis de quel régime, et quelle est la vanille ou quelle est la ligne rouge, vous avez employé ce mot avec raison, va-t-on considérer comme tel? Et qui va pouvoir le faire et sur la base de quelle valeur? Vous voyez, donc encore une fois, moi je prône, c'est une position extrêmement faible et très délicate, je prône un équilibre. Ça veut tout et rien dire, l'équilibre. Je rejoins ce qui a été dit. Ne rien dire, ne rien faire, je pense que là, pour le coup, c'est adopter une posture cynique qui nous retombe toujours sur la figure. Pardon, c'est ce qu'on fait avec la Chine aujourd'hui, Pierre Conesa, c'est ce qu'on fait avec la Chine aujourd'hui. Pourquoi on ne fait pas avec ces pays-là du Golfe ce qu'on fait exactement avec la Chine aujourd'hui? D'abord, pour plusieurs raisons. Moi, j'ai travaillé à la politique d'exportation d'armement. Et je vais vous donner un exemple de notre hypocrisie, puisque j'y ai participé. L'Arabie Saoudite était pendant 20 ans notre meilleur client en matière d'acquisition d'armement, en moyenne lycée. Bon. On était d'autant plus tranquille qu'on vendait des armes, y compris des Rafales, mais qui ne faisaient pas la guerre. Donc ce qu'ils achetaient, ce n'était pas des armes, c'était des garanties de sécurité. Avec la garantie qu'on viendrait le jour où ils en auraient besoin, ou en tout cas qu'on ne mettrait pas d'embargo s'il y avait une guerre. Bon. Donc ça a tenu jusqu'au Yémen. Mais vous voyez bien que dès qu'on est dans le Yémen et que les avions sont américains et les missiles français et anglais, on n'en parle plus. C'est-à-dire qu'effectivement, on continue à fournir. Donc encore une fois, la contrainte économique que tu citais, comme ces espèces d'habillage diplomatique auxquels j'ai participé, sont des choses pour lesquelles on n'a absolument aucun doute existentiel. Il faut qu'on vende. Donc si on comprend bien, c'est business as usual, comme disent les anglo-saxons, même dans le cas d'une abomination, et ça va être le sujet de notre archive, l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. C'était en 2019. Je vous propose de revoir un extrait du journal télévisé de France 2, où, bien sûr, à propos de cet assassinat, le prince Mohammed Ben Salman a été directement lié à l'ordre de l'assassinat. Mohammed Ben Salman, prince héritier d'Arabie Saoudite, est-il responsable du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi? Oui, selon cette rapporteure spéciale de l'ONU, après une enquête de 6 mois, elle dit avoir des preuves crédibles montrant l'implication du prince héritier. En clair, dit-elle, les 11 personnes inculpées par la justice saoudienne ne seraient que des exécutants sous les ordres du prince héritier. Ce 2 octobre 2018, le journaliste opposant rentre au consulat d'Arabie Saoudite en Turquie. Il n'en ressortira jamais. Des enregistrements fournis par les services turcs racontent comment son corps est démembré. Est-ce qu'on pourra mettre le tronc dans le sac? Non, trop lourd. On va couper les articulations, ce n'est pas un problème. Ce rapport sinistre convaincra-t-il l'ONU d'ouvrir une enquête pénale? Sarah Griera, c'est glaçant, bien sûr, de revoir cette archive, mais qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Est-ce qu'il fallait saisir la Cour pénale internationale? Est-ce qu'il fallait couper toute relation diplomatique avec l'Arabie Saoudite? Vous avez dit, Emmanuel Macron y est allé en 2021. En fait, il y a une différence, je pense, entre couper toute relation et être le premier à y aller en plus. Il s'est rendu sur place. La symbolique est quand même importante. Et puis au-delà de ça, vous avez cité tout à l'heure l'exemple de la Chine. Ce qui est aussi important, il y a la politique effectivement officielle de la France, et puis il y a l'opinion publique, et il y a le discours médiatique. Ce qu'on remarque quand même, c'est que il y a des pays, vous voyez sur la Chine, je vais vous arrêter n'importe quelle personne dans la rue, vous lui posez une question sur la Chine, je pense que personne ne va vous dire que la Chine est une grande démocratie. Tout le monde sait ce qu'est la Chine et ce qu'est la réalité du régime chinois. Par contre, si vous leur posez la question sur les Émirats, par exemple, ils vont vous dire Dubaï c'est génial, il y a tous les influenceurs de France et de Navarre qui sont installés là-bas. Sur l'Arabie Saoudite, je veux dire, le nombre de reportages sur l'Arabie Saoudite, entre le site Nabatéen d'Al-Aoula, entre le festival maintenant de cinéma. Je veux dire, on a vu le festival de Cannes récemment. Le nombre de films qui ont été financés par les Saoudiens, c'est quand même extraordinaire. Donc, la politique, c'est la politique, mais au moins, c'est aussi la responsabilité des intellectuels. Donc, d'une part, nous sommes naïfs, pas informés, trop conciliants. Il y a une responsabilité, en tout cas, des journalistes d'informer, en fait, de dire ce qu'est la réalité de ces régimes. Parce que, je me permets, pendant la Coupe du Monde, en fait, le Qatar a été critiqué à très juste titre. On en a quand même aussi profité pour tenir un discours
à la limite de l'islamophobie, mais en tout cas assez méprisant à la limite, depuis quand le monde arabe comprend quelque chose au foot. Il y a eu quand même, on a entendu un peu quelque chose de ça dans l'air. C'est aussi, par contre, voilà, encore une fois, quand on parle des Émirats, l'image qu'on en a, c'est un pays stable, c'est un pays, on ne va pas parler ni de cas de torture, ni de l'implication du pays dans la guerre du Yémen, etc. Donc, Frédéric Ancel, ça veut dire qu'ils ont réussi leur grande opération de communication et d'enfumage ? Il l'a réussi dans une certaine mesure. Pourquoi je dis dans une certaine mesure ? Parce que les opinions publiques, à mon sens en tout cas, ne font pas la puissance. Le soft power fait passer la pilule de la puissance. Donc, c'est-à-dire des footballeurs qui vont là-bas, des musées, finalement, c'est... Madame Michu, c'est l'apparence. Satisfaite ou pas, c'est pas le problème. C'est ou pas Monsieur du Michu. fait ou Monsieur Michu, Merci. c'est pas voilà, du fait de l'un ou de l'autre qu'on va vendre davantage de rafales ou pas, ou que ces pays vont monter en puissance ou pas. En revanche, je pense que là où effectivement où ils réussissent quelque chose, c'est à nous tenir la dragée haute avec ce qu'ils ont encore aujourd'hui beaucoup. Alors pour plus tellement d'années, c'est la raison pour laquelle le prince héritier un peu de prospective, le pétrole, les énergies fossiles, ça va s'arrêter un jour. Considérable, c'est la raison pour laquelle ces gens, une partie en tout cas de ces dirigeants, dont le prince héritier saoudien, mais également dans une certaine mesure le président émirati, vont vers autre chose. Alors les dépenses sont un peu moins somptuaires, elles sont plus, j'allais dire, plus stratégiques, on investit davantage dans la finance, sur les bourses occidentales, et puis on investit dans le tourisme avec cette fameuse création de villes absolument gigantesques, ça marchera ou pas, on verra bien, prétendument zéro carbone. Mais attention, et je le dis d'un mot, le tourisme au fond, c'est aussi une forme de rente. Vous savez, une saison de Covid ou un attentat, et c'est mort, et vos investissements, ils sont... Donc moi, je ne suis pas certain qu'on ait bien pris conscience dans ces pays-là qu'il fallait faire de la valorisation du savoir, notamment sur le plan technologique. Pierre Conessa, vous avez fait la grimace quand Frédéric Ancel a évoqué la fin peut-être de la rente fossile, de la rente pétrolière. D'abord, l'analyse à 25 ans, si vous voulez, ce n'est pas une caractéristique des monarchies. Dans ces régimes, la question, c'est qui succède à qui. Donc évidemment, vous n'allez pas vous demander qu'est-ce que va être l'Arabie Saoudite 2025. Deuxième remarque 2045. qu'il faut bien avoir en tête, c'est le fait que les Occidentaux sont en concurrence sur ces marchés. Et donc le premier qui parle de la question des droits de l'homme, si vous voulez, est immédiatement torpillé par les autres pays pour dire, vous voyez ces gens-là, vous avez-vous entendu comment ils vous traitent, etc., etc. D'où le voyage effectivement de Macron, qui n'a pas hésité à faire le premier voyage officiel là-bas, de même que Trump avait fait son premier voyage officiel en Arabie Saoudite, alors qu'il avait dénoncé l'Arabie dans sa campagne. Donc cette concurrence interoccidentale fait que si on veut effectivement avoir une politique commune, il faut l'avoir tous ensemble. Deuxième remarque, effectivement, à la fin du pétrole, allèche. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez dire ? Allèche, ça veut dire c'est pas grave. Allèche, ça veut dire c'est pas grave. Donc écoutez, si entre-temps ils ont mis suffisamment de capitaux à l'extérieur, ils vivront d'une rente qui sera celle de l'activité que nous aurons nous. Donc pas d'affaiblissement. Pas d'affaiblissement. Ouais. Mais en même temps, est-ce que tous ces échanges-là, et je reviens à cette question, mais elle peut être importante, parce qu'à un moment donné, ça ne peut pas conduire à une ouverture. Vous n'y croyez pas. Ça a une transformation de ces pays. En tout cas, là, ce qu'on voit, en plus, il y a quelque chose quand même qu'il faut considérer, c'est là, on est quand même devant la jeune génération. C'est-à-dire, on prend quelqu'un comme MBS, qui n'est pas encore roi, mais c'est tout comme, il n'a même pas 40 ans. C'est-à-dire que là, on est parti pour 40 ans de règne. Et on les peuples sont là, ils voient aussi, ça peut aussi les influencer, j'allais vous dire, ceux qui sont concernés aussi. Certes, mais je veux dire que là, par exemple, avec MBS, il y a eu un tournant autoritaire en Arabie Saoudite qu'il n'y avait pas, par exemple, il y a quelques années. Il y a eu quand même un avant et un après 2015. Pour vous donner juste un exemple, le nombre d'exécutions... Et c'est vous qui conclurez. Oui, le nombre d'exécutions en Arabie Saoudite de mise à mort a triplé en 2022. Donc, on ne peut plus parler politique en Arabie Saoudite. Donc, ça aussi, c'est important. Donc, il y a eu quand même un resserrage de vis. Malgré la jeunesse. Voilà. Donc, et puis, il y a la jeunesse des autorités, c'est ce que je dis aussi. Très bien. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat autour de cette question. Pourquoi sommes-nous si conciliants avec les pétromonarchies du Golfe qui bafouent plutôt les droits humains ? On reste dans l'actualité avec Xavier Mauduit et Alix Van P. On va évoquer la destruction de 39 menhirs à Carnac, en Bretagne, qui fait polémique. Et puis la guerre du prince Harry contre les tabloïds anglais. Mais d'abord, Thibault Nolte est le mot vedette de l'actualité ce soir, c'est OVNI, une commission planche lancée par la NASA sur les ovnis. Et un pilote de chasse américain porte plainte contre son pays devant le Sénat américain pour détention dissimulée d'OVNI par les États-Unis. C'est dingue, c'est entendu. Le Pentagone étudie tous les signalements d'OVNI. Un OVNI. Les ovnis. Qu'est-ce que ça veut dire ? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes.
OVNI désigne chez les scientifiques un phénomène anormal non identifié. Chez les autres, une soucoupe volante, depuis qu'en 1947, un pilote américain a observé depuis son cockpit 9 objets volant selon lui comme des soucoupes qu'on ferait ricocher sur l'eau. L'Agence spatiale américaine a tenu le 31 mai 2023 sa toute première réunion publique sur les OVNI. Sur ce thème hautement complotogène, la NASA a diffusé en live une session de 4 heures animée par 16 experts AAA, bien que vertement harcelés sur les réseaux, afin de déstigmatiser le sujet OVNI. Il en ressort que sur environ 800 phénomènes aériens non identifiés observés jusqu'ici, de 2 à 5% sont vraiment anormaux, c'est-à-dire pour l'instant inexpliqués. En réalité, plus proche du suppositoire que de la soucoupe, il y a ce curieux objet aperçu au Moyen-Orient en 2022, ou cet autre en 2004, à 180 km au large de San Diego, un tic-tac géant qui fait du yo-yo entre 6 km et 25 km d'altitude en moins d'une seconde, ou encore en 2015, ce machin parfaitement immobile, bien que dans une masse d'air soufflant à 200 km/h. Le ciel de France aussi accueille des ovnis, étudiés depuis 1977 par le GEPAN, un service technique du CNES. Sur 3025 cas signalés, 99 ont été classés dans la catégorie D, phénomène non identifié après enquête. Autrement dit par le GEPAN, rien n'indique qu'il ne s'agit pas des manifestations de civilisations lointaines très en avance sur la nôtre. Déjà en 1980, un livre prétend que le fameux ballon-sonde écrasé à Roswell en 1947 est en réalité un ovni. Au XVIIIe, Emmanuel Kant révèle qu'il croit aux habitants d'autres mondes. Au XVIe, pour avoir défendu qu'ailleurs des aliens célèbrent aussi la gloire de Dieu, un frère dominicain est envoyé au bûcher par l'Inquisition. La soucoupe n'était pas sa tasse d'Iti. Quelle soucoupe. Bref. Merci Thibaudot. Bonsoir Alix. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Xavier. Bonsoir Elisabeth. Le bide, avec ce jeu de mots idiot. Alors, à Carnac, en Bretagne, 39 menhirs ont été détruits pour construire un magasin de bricolage pour monsieur. La DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, a estimé que la valeur archéologique de ces menhirs n'avait pas été établie, d'où permis de construire donné par la mairie, d'où évidemment énorme polémique. Et vous nous conduisez à Carnac, mais... il y avait déjà des menhirs en 1835. Oui, il date du néolithique. Oui, c'est ça. En décembre 1835, après un voyage en Bretagne, Prosper Mérimée, inspecteur général des monuments historiques, adresse un rapport au ministre de l'Intérieur. Vous savez, Mérimée, dans ses voyages effrayants de tous les vestiges, alors surtout de l'Antiquité, du Moyen-Âge, mais là, en Bretagne, les mégalithes, waouh, ça ne laisse pas indifférent. Non, c'est très impressionnant. Il parle de ces pierres bizarrement disposées de mains d'hommes, des pierres celtiques ou druidiques, écrit-il. Alors bon, il admet qu'en fait, on n'a pas de connaissance dessus. Il ne sait pas trop ce que c'est. C'est vrai d'ailleurs, il y a plein de légendes qui se sont développées. Et parmi tous les sites qu'il visite, Carnac, il y a Carnac. D'ailleurs, il peint Carnac. Ça, c'est un tableau de Prosper Mérimée parce qu'il y a ces alignements. Alors, bien sûr, les pierres dressées, les dolmens, les tumulus. Il n'y a pas beaucoup de connaissances. On ne sait pas trop ce que c'est, mais il dit qu'il faut malgré tout les préserver. Il a senti qu'ici, il y a quelque chose de particulier parce qu'on est à un moment où, quand une pierre gêne, allez-y, on la déplace. S'il y a besoin pour la construction, on la prend. Non, c'est vraiment dans ces années-là, on est dans les années 1830-1840, qu'il y a cette naissance de la notion de patrimoine avec Prosper Mérimée, Youplaboum. Et nous sommes les héritiers de Mérimée, Youplaboum. Ouais, Youplaboum. Non, mais vraiment, vous savez, pendant longtemps, un vestige détruit, ils n'étaient pas nombreux à être émus. Alors que là, on le voit avec cette affaire de menhir détruit à Carnac, il y a quelque chose de très particulier. Ça parle beaucoup de notre rapport au patrimoine. Parce que, soyons honnêtes, ça ne va pas changer le quotidien des gens. Non, mais vraiment, bien d'ailleurs, très peu de gens savaient que ces pierres étaient là. Ce ne sont pas des œuvres uniques au sens où il y a d'autres menhirs qui existent à côté. Et pourtant, l'émotion est gigantesque. Et c'est très légitime parce qu'en France, nous avons développé un attachement particulier à notre patrimoine qui est le ciment, le granit de notre identité nationale. Avec ces menhirs, ceux qui viennent d'être détruits, nous sommes sans doute avec, parmi les plus vieux menhirs, plus de 5000 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire c'est 2 fois plus que la pyramide de Khéops. Ils étaient là avant les Gaulois, ils étaient là avant les Celtes. Donc émotion légitime parce que bien sûr identité nationale, mais ça va largement au-delà. C'est une identité beaucoup plus large, un patrimoine universel. En fait, tout simplement, ça appartient à l'humanité, mais ça reste systématiquement des sites uniques. Un site détruit ne peut plus être fouillé et étudié.
Alors vous allez nous faire pleurer et à mon avis les trains sont remplis pour aller à Carnac ce week-end. Les gens vont se précipiter pour aller voir les menhirs. Merci Xavier Mauduit. Le Prince Harry, changement de... On traverse la Manche, le Prince Harry en croisade contre la presse. Scandale de son pays. Il est entendu depuis hier par la Haute Cour de justice d'Angleterre. Alors dans le cadre d'un procès qu'il a engagé lui-même, la bataille s'annonce assez rude. C'est l'histoire d'une détestation mutuelle qui ne s'arrête pas. En fait, ces dernières années, le prince Harry avait déjà attaqué les tabloïds à l'écrit et à l'oral sur son site officiel, dans le cadre d'un documentaire qui est paru là, qui a été diffusé au mois de décembre, qui a fait beaucoup de bruit dans le cadre d'une autre émission américaine. Depuis hier, donc, le décor a changé, mais en fait, le discours est toujours le même. Le fils du roi Charles III s'en prend en qualité de plaignant au Mirror Group Newspaper, qui est l'éditeur notamment du Daily Mirror, qui a, selon lui, fait appel ces dernières années à des détectives privés pour intercepter de manière totalement illégale ces messages vocaux et pour arroser de 1996 à 2011 des tas d'articles qui n'étaient jamais en sa faveur. Donc, ce procès est tout à fait symbolique parce qu'au-delà de cette affaire, le prince Harry s'y exprime en tant qu'enfant inconsolable depuis la mort de sa mère, traqué par les paparazzis, oui. En tant qu'époux qui estime maintenant que c'est sa femme qui est traquée par les mêmes paparazzis, et puis en tant qu'anglais qui est exilé aux États-Unis, toujours à cause des tabloïds selon lui. Et lui, il a peur des tabloïds et il le dit. Oui, il le dit parce qu'ils ont toujours un poids immense au Royaume-Uni. Je vous donne un exemple, un chiffre. Chaque jour, le Sun, qui était connu pendant des années pour sa page 3 et la femme topless en photo dans la page 3. Eh bien, le Sun est vendu chaque jour à 1,2 million d'exemplaires. Il y a eu quand même une révolution numérique qui a un petit peu touché donc, les tabloïds, mais selon les experts en médias, ce qu'ils ont perdu en vente, ils l'ont tout à fait rattrapé en influence, notamment sur les personnalités politiques. Et ça, hier, Harry l'a dit, il dit ceci, même le gouvernement a peur de se mettre les tabloïds à dos. Comment on explique ce pouvoir ? Eh bien, parce qu'ils sont très difficiles à freiner. Je ne sais pas si vous vous souvenez certainement, en 2011, donc du scandale des écoutes illégales mené par le tabloïd News of the World, qui était accusé d'avoir quand même écouté les messageries téléphoniques de près de 1000 personnes. À l'époque, le Parlement britannique s'était dit on va peut-être essayer de réglementer le secteur, et puis ils avaient abandonné l'idée en se disant c'est très délicat, on va peut-être empiéter aussi sur la liberté de la presse. Et en plus, cette presse, donc les tabloïds, ils sont soutenus par une partie de la population, et puis notamment par un organisme qui s'appelle la Society of Editors, qui recense 400 médias britanniques. Et voilà leur discours à cette Society of Editors. La population finance la famille royale, donc en contrepartie, on a bien le droit de connaître leur vie privée. Voilà, donc le prince Harry n'est pas au bout de son combat. Que c'est crapoteux. Merci Alix, merci à tous. Demain à 20h05, demain à 20h05, c'est le club avec Renaud Dely aux manettes. Quel talent. On se retrouve lundi soir à 20h05. Tchuss.